Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Les Décideurs du Net. C'est une émission qui est en direct sur Décideur TV et sur le Journal du Net. Vous pouvez donc poser toutes vos questions à notre invité à tout moment de l'émission. Nous tenterons d'y répondre. Vous pouvez aussi utiliser Twitter avec le hashtag DDN. Alors, c'est une première en France depuis 20 ans. Le quotidien L'Opinion est en kiosque, mais aussi sur Internet depuis mai dernier, bravant la malédiction de la presse écrite depuis 1973 et le lancement du journal Libération. Aucun quotidien payant n'a su survivre au marché. Alors, L'Opinion saura-t-il trouver sa place et qui de mieux pour en parler que son fondateur? Bonjour Nicolas Béthou. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette émission aux côtés de Nicolas James. Alors, tout d'abord, première question, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi se lancer dans ce pari, dans une conjoncture aussi difficile pour la presse? D'abord, on n'attend pas, en général, pour se lancer, que la conjoncture soit facile. Il y a un moment, et ce moment était propice. Ce moment, il est celui d'une mutation qui est en cours. Une mutation que tout le monde connaît entre le papier et les formes, disons, traditionnelles de presse et ce qui se passe du côté du digital, le numérique, Internet. Moi, ma conviction est depuis quelque temps que cette mutation, bien sûr, est engagée, que tout le monde en prédit la fin ou quasiment très rapidement. Je pense qu'elle va durer longtemps encore cette mutation et qu'il y a plein de choses à faire pour profiter de ce moment de transformation. Et donc, que la conjoncture soit bonne ou pas pour la presse ancienne, je me suis dit que ça créait un certain nombre d'ouvertures sur lesquelles j'ai essayé de bâtir un projet. Alors, vous avez effectivement une presse Internet, mais aussi en kiosque, puisque un journal toutes les semaines est à disposition des lecteurs. Tous les jours. Tous les jours, pardon, excusez-moi. Pourquoi ce choix d'un format papier aussi ? Parce que précisément le secteur de la presse est en mutation. Si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, évidemment, mais ça va pouvoir être une grande banalité, plus rien ne peut se faire sans Internet. C'est clair, une partie de l'avenir, peut-être tout l'avenir, on verra bien, de la presse passe par Internet. Mais en même temps, personne ne peut dire aujourd'hui que la presse papier a disparu. Regardez les performances de ceux qui sont le plus en avance en matière de mutation du papier vers le digital. Je prends les journaux américains, ceux qui ont vraiment, depuis très longtemps, travaillé avec beaucoup d'investissement, beaucoup d'acharnement et beaucoup de constance sur cette mutation, comptent 25%, rarement plus, de leur diffusion qui passe par le digital. Mais ça veut dire que 75, 80%, 85%, 90% d'un certain nombre de journaux français continuent à être diffusés massivement sur le papier. Et donc, dire le papier est mort, vive le digital, c'est très bien, sauf que c'est oublier le présent. Or, par définition, un média, il vit dans le présent. Il doit préparer le futur, mais il vit dans le présent. Et donc le présent, c'est quoi? C'est cette combinaison entre Internet, le futur, et le papier, le présent. J'ajoute que lorsque vous regardez la configuration et le mode de consommation de la presse, on voit bien que la grande difficulté du numérique, c'est d'imposer un modèle payant, alors que le côté assez naturel du papier, c'est le modèle payant. Troisième élément, la publicité sur Internet est vendue à des tarifs qui sont assez dérisoires par rapport à ce qu'on a sur le papier. La publicité sur le papier est vendue beaucoup plus cher qu'elle ne l'est sur Internet. Donc vous avez une combinaison, disons, économique qui fait que la mutation est en cours, mais qu'elle reste quand même très largement favorable au papier. Ça continuera à évoluer et à nous d'évoluer avec elle. Deux, le fait que la publicité est quand même beaucoup plus présente et beaucoup plus puissante sur le papier. Et puis, dernier point, qui est, disons, une façon de donner à tout ça un sens qui n'est pas seulement un sens économique. Mon constat aujourd'hui, c'est que Internet permet d'acquérir très vite une audience forte, des centaines de milliers de visiteurs uniques, j'espère bientôt des millions de visiteurs uniques. Un certain nombre de médias comptent leurs visiteurs uniques par millions. Très bien, ça c'est l'audience. L'influence, elle reste vraiment du côté du papier. Et ça, on en a des exemples absolument tous les jours. Et donc, dès le début, le pari a été de se dire
c'est très bien de se projeter dans l'avenir, mais si on oublie le présent, alors on a peu de chances de construire. Et donc on a combiné, non pas le papier et Internet, mais Internet et le papier. Et d'ailleurs, de façon assez symbolique, nous avons démarré un mardi après-midi sur Internet, et le lendemain, mais seulement le lendemain, en kiosque, en papier. Vous expliquez très justement que Internet, c'est plutôt l'audience. En l'occurrence, aujourd'hui, j'ai regardé les chiffres Médiamétrie. En juillet, votre audience, elle était plus ou moins de 180 000 visiteurs uniques. Votre objectif d'ici 3 ans, c'est d'arriver à 1 million. Vous pensez que c'est un objectif envisageable finalement? Parce que vous êtes lancé mi-mai, 5 mois après, ça monte, mais doucement. Est-ce que vous pensez que le 1 million, sachant que vous avez un modèle payant, ça reste un objectif voilà, ça, je pense que c'est le point clé. D'abord, on a beaucoup monté depuis que vous avez regardé vos chiffres, mais ça, c'est les statistiques qui... je pense qu'on sera très en avance sur nos chiffres. Notre objectif, en effet, c'est 1 million de visiteurs uniques sur un site payant dans 3 ans. Je pense qu'on aura atteint les 300 000 visiteurs uniques selon ces statistiques-là. Nous, en Metrix, pour nous, on a dépassé les 400 000 visiteurs uniques. Je pense qu'on sera à ce niveau-là avant la fin de l'année. Mais ce qui est important, c'est que c'est un modèle en effet payant. Et par conséquent, notre problème, il n'est pas de faire une course à l'audience en ajoutant les centaines de milliers d'internautes aux centaines de milliers, parce que cette audience, aujourd'hui, ne se monétise pas. Et donc, on pense très profondément que pour trouver la bonne combinaison entre Internet et le papier, il faut un modèle payant. Tout ça est basé sur une conviction très forte, c'est qu'un média, c'est un produit rédactionnel. Après, il y a une construction technologique, technique, papier, c'est de l'industrie, etc. Mais à l'origine, c'est un travail de journaliste. Et donc, le modèle a été construit en axant principalement l'effort, l'investissement, la dépense, les coûts de fonctionnement sur la constitution d'une rédaction forte, expérimentée, puissante dans sa capacité à amener de la nouveauté et à bousculer un certain nombre de choses. Florence nous demande quelle part de votre chiffre d'affaires est réalisée sur le web? Aujourd'hui, on ne peut pas diviser la part du chiffre d'affaires réalisé sur le web et sur le papier pour la bonne raison que nous vendons l'ensemble. Je ne sais pas si vous avez, comme beaucoup de journalistes, suivi avec attention ce que dit Jeff Bezos chaque fois qu'il parle maintenant du Washington Post. Il en parle avec à la fois parfois la fraîcheur du nouvel entrant dans un métier, mais il dit des choses très fortes, par exemple, sur la nécessité de ne pas démonter totalement un journal. Et parmi les deux choses qu'on retient au fur et à mesure qu'on l'entend parler et s'adresser à ses rédactions ou au marché, il y a l'obsession du bundle, le fait de connecter un certain nombre d'offres les unes aux autres. Nous, notre obsession, c'est nous produisons un contenu avec 2 modes de diffusion payants, Internet et le papier. Et nous vendons ces 2 modes de diffusion ensemble. Donc faire la part des choses entre le papier et Internet serait artificiel. C'est la raison pour laquelle, du coup, contrairement à beaucoup de médias, vous n'avez pas d'offre 100% digitale, en fait. Exactement. D'accord. Vous faites aussi des vidéos, puisque vous avez aussi investi dans un studio. Ces vidéos, est-ce qu'elles sont en direct et pourquoi les avoir choisies gratuites? Alors elles sont quasiment directes, enfin le temps de les habiller et de les mettre sur le site, puis sur Dailymotion. On les a choisies gratuites pour 2 raisons. La première, c'est que c'est un vrai appel pour l'audience, c'est un facteur d'audience extrêmement important. La deuxième, c'est que là aussi, c'est un bon moyen de faire rentrer du chiffre d'affaires publicitaire. La publicité, ce qu'on appelle les pré-rolls, c'est-à-dire la publicité qui est placée avant les vidéos, est une publicité qui est beaucoup mieux monétisée que tout ce qu'on peut avoir d'autre sur Internet. Et donc, notre idée a été de se dire à la fois, il faut qu'on fasse monter la fréquentation et la vision de ces vidéos, et puis il faut s'en servir pour trouver du chiffre d'affaires. Le visionnage reste, ceci étant, relativement modeste. J'ai regardé le plus fort, c'est à 8000. Enfin, oui, vous espérez aussi là aussi. Attendez, ça fait 4 mois et non pas 5 mois qu'on est là. 4 mois et Dans une l'été, semaine, le 15 mai. Dans ces 4 mois, il y a eu 1 mois et demi d'été. Et surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est que notre objectif, il n'est pas 500 000 exemplaires en kiosque, 10 millions de visiteurs uniques, ce n'est pas notre modèle. Notre modèle, il est de se concentrer sur les secteurs en matière
de journalisme qui sont les secteurs d'influence, la politique, l'économie, l'international. C'est là que sont les débats de société, c'est là que sont les grands enjeux, c'est là que les opinions peuvent s'exprimer et se confronter, c'est là que nous voulons être. Donc, on n'est pas un journal généraliste, on est un journal spécialisé sur ces trois matières, encore une fois, politique, économie, internationale, et on s'adresse non pas au grand public, mais à une cible qui est une cible engagée dans ces débats, une cible qui est probablement une cible d'influence et une cible qui elle-même se pense influente. Alors, beaucoup de questions des internautes sur le financement, parce que l'argent est aussi le nerf de la guerre. Vous êtes le premier des actionnaires, mais sur les quinzaines restants sont un peu secrets. Alors, on sait qu'il y a Bernard Arnault, la famille Bettencourt, aurait environ 13% du capital via une holding. Alors, pourquoi tant de mystère? Non, mais aucun de ces chiffres n'est confirmé. D'ailleurs, si, Le Monde a sorti quand même les comptes qui ont été déposés par Tétis et qui montrent que la fondation détient 13,7%. Non, parce que, pardon, je suis désolé, mais tous ces chiffres n'ont pas de réalité. Mais peu importe, parce que tout ça part d'une valorisation de l'entreprise qui a été imaginée par ceux qui ont fait l'enquête. Mais au fond, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est plusieurs choses. Un, je suis le premier actionnaire. Deux, il y a, avec ce projet, autour de ce projet, une quinzaine d'actionnaires, comme vous l'avez dit en effet, qui sont des actionnaires d'horizons très variés, y compris d'engagement politique très variés. Il y a des professionnels de la presse et d'autres qui ne le sont pas. Et ce sont des gens qui tous sont minoritaires et qui tous sont venus dans ce projet avec l'idée qu'on pouvait essayer d'inventer quelque chose ou de dire non à cette espèce de fatalité du déclin de la presse. Et tous ont accepté cette clause qui est effectivement contraignante pour eux, c'est-à-dire que même si je suis minoritaire dans le capital, je suis majoritaire sur toutes les questions qui tiennent aux sujets éditoriaux. La ligne éditoriale, le choix des journalistes, la manière dont le journal traite tel ou tel sujet dépendent exclusivement, majoritairement, de ce que je veux en faire. Et donc, c'est pour ça que... Je suis l'actionnaire majoritaire chaque fois qu'il s'agit du produit. Mais c'est pour ça donc que ces actionnaires souhaitent rester secrets. C'est parce que vous êtes le seul responsable de l'opinion. C'est pour ça qu'ils veulent effectivement rester secrets. C'est aussi parce que ce sont des gens qui n'ont pas envie d'avoir une projection politique dans un journal qui est engagé. C'est un journal qui est engagé, qui a une ligne éditoriale ferme, affichée. Certains ne partagent pas forcément cette ligne éditoriale parmi les investisseurs, mais pensent que l'expérience, parce qu'ils aiment les médias, parce que parfois ils en possèdent, vaut le coup d'être jouée. Au moment du lancement, vous aviez évoqué déjà une deuxième levée de fonds. Est-ce que vous pouvez elle a été actée Non, là, on est assez tranquille sur nos chiffres depuis le début. Donc aujourd'hui, on s'occupe de faire en permanence le site et tous les jours le quotidien. D'accord. Alors sur votre ligne éditoriale, justement, un internaute nous dit « Êtes-vous libéral ?» Alors, je vais répondre pour vous, pardon, oui, parce que vous affirmez être libéral, pro-européen et pro-business, mais pourtant pas de droite. Alors, c'est pas ça, être de droite, libéral, pro-européen, pro-business? Non, si vous voulez, c'est un des problèmes qu'on a dans ce pays, c'est que le libéralisme est considéré comme un mouvement politique, alors que c'est un mouvement d'idées, et il est considéré comme un mouvement qui est forcément de droite. Bon, la réalité, c'est que si la droite était libérale, ça se serait vu depuis un certain temps. Si la droite était européenne, ça se serait vu depuis un certain temps. Si la droite était pro-business, c'est-à-dire si elle avait, comme nous pensons que c'est utile pour la France, défendu la capacité des entreprises à créer de la richesse pour la redistribuer après, honnêtement, ça se serait vu. Donc non, nous ne sommes pas de droite. On a une grande liberté de ton vis-à-vis de la droite. On a, par exemple, publié cet été un feuilleton qui a très bien marché d'ailleurs, qui était une fiction sur le retour de Nicolas Sarkozy à l'été 2016. Le feuilleton intitulé « Il revient », disponible sur Amazon en e-book. C'est un feuilleton qui a été d'une très grande liberté de ton vis-à-vis de tous les acteurs de la droite, qu'il s'agisse des Sarko, des Fillon, des Copé, et de tous ceux qui rêvent un jour de jouer un rôle dans la famille politique de droite. Et honnêtement, bien malin serait celui qui dirait « nous sommes pour un tel, nous sommes pour un tel, nous sommes pour la droite face à la gauche ». On est vraiment un journal qui n'a pas d'engagement
politique au sens des partis politiques, mais un engagement d'idées. Toujours sur cette ligne, pardon, parce qu'il y a une question d'internaute sur un épisode de cette semaine, une actualité, sur une de vos unes, sur une carte des Roms qui a été donc mis en ligne. Est-ce que vous l'assumez? C'est la question de l'internaute. Alors ça, c'est un sujet qui est... On a été d'ailleurs presque fasciné par la violence des réactions que ça a suscité. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un rapport commandé par le Premier ministre, publié à la documentation française, qui décrit un certain nombre de situations des camps de Roms. Et ce rapport a été établi à partir d'une enquête faite auprès des préfets, lesquels préfets ont fait remonter le nombre de camps qui se situent dans leur département. Oui, mais vous en avez fait une carte. Alors, la liste existe. Est-ce que la liste est moins, connotée que la carte? Première question. Franchement, je ne pense pas. Deuxièmement, ceux qui ont lu l'ensemble de ce que nous avons écrit considèrent que c'est un point complet et d'une grande dignité par rapport à ce sujet qui est extrêmement difficile et qui provoque tous les fantasmes. La preuve, l'espèce de déferlement qu'il y a eu pendant 24 heures sur le fait que c'était une carte. Troisièmement, mais alors peut-être que c'est libéral, en tout cas c'est ni de droite ni de gauche, je pense que le fait d'interdire en France les statistiques ethniques est une vraie erreur. C'est une erreur parce que quand on veut connaître un sujet, il faut d'abord le documenter. Nous n'avons pas le droit, à la différence des Américains, à la différence des Anglais, de beaucoup de pays, nous n'avons pas le droit d'établir des statistiques sur la race, la provenance, la couleur de peau, des choses comme ça. OK, comment est-ce qu'on fait pour gérer un certain nombre de sujets si on ne connaît pas leur réalité statistique? Le jour où nous avons publié cette carte, je voyais des représentants de Google qui étaient à Paris, ils sont en train d'élaborer leur fonds Google pour la presse. Bon, on passe un moment ensemble et je leur raconte ça, ils étaient éberlués. Ils disaient comment... Et honnêtement, les États-Unis, ce n'est pas un pays où le fascisme règne en maître. C'est quand même un endroit où il y a un certain nombre de libertés qu'on peut reconnaître, je crois. Ils étaient fascinés d'imaginer que c'était interdit, illégal, de faire des statistiques. Nous, on n'a pas fait des statistiques. On a reproduit sur une carte une liste, mon Dieu, une liste qui avait été publiée. Mais vous saviez quand même que c'était touchy comme sujet, comme... Mais vous pensez qu'on ne doit pas aborder les sujets touchy? Non, mais justement... Est-ce que vous pensez que le fait de dire... de refuser de dire il y a tant de centaines de camps dans tel département et aucun dans l'autre, c'est une vraie... c'est vraiment pulvériser des tabous et s'interdire un certain nombre de choses. Non, franchement, ce qui est fascinant, en revanche, c'est à quel point ceux qui ont réagi avec la violence qui a été la leur font appel à des images du passé qui existent, qui sont dramatiques, mais qui en aucun cas n'était ni le propos, ni l'objectif, et bien sûr, loin de là, ni ce qu'on a écrit dans le journal. Mais comme vous l'expliquez, effectivement, l'article était très fourni, mais est-ce que ce n'était pas aussi un peu l'effet recherché? Quand on titre laconiquement plus de 20 000 Roms en France, forcément, on est un média payant, donc on a envie de donner envie de lire l'article. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu l'effet du titre volontairement laconique qui a créé cette polémique? Écoutez, le titre n'était pas volontairement laconique. Je constate qu'il y a un immense désordre dans ces sujets, que le sujet des Roms est très mal connu. On en parlait ce matin en conférence de rédaction. La Commission européenne considère, je n'aurai pas le chiffre, mais on est en train de travailler dessus, qu'il y a plusieurs centaines de milliers, vous vous rendez compte, plusieurs centaines de milliers de personnes qui relèvent de cette catégorie en France. C'est évidemment un fantasme complet et il mélange à peu près tout, mais on comprend très bien pourquoi Viviane Reding, la commissaire européenne sur ces sujets, dit « Attention, si vous touchez ces populations, c'est un grave dysfonctionnement par rapport à ce que l'Europe exige ». Bien sûr, si elle se base sur le fait qu'il y a plusieurs centaines de milliers de Roms en France, alors c'est un sujet gigantesque. Le fait qu'il y en ait 20 000 devrait rendre le sujet soluble. Aujourd'hui, on n'a pas la solution. Je pense, et j'assume, que le fait d'avoir dit « voilà comment les choses se présentent » est une façon de faire avancer et la connaissance du sujet et la recherche des solutions. Vous parliez de vos conférences de presse, ça tombe bien, aussi beaucoup de questions sur vos équipes. Conférences de rédaction. De rédaction, pardon, oui, excusez-moi. L'opinion, alors là pour le coup c'est une question d'internaute, l'opinion reste surtout un journal papier avec des journalistes de choc. Comment les avez-vous recrutés? Alors il y a deux choses là, si je peux me permettre. D'abord, la première reste surtout un journal papier. Oui.
je pense que d'abord, c'est la démonstration de ce que je vous disais tout à l'heure. L'influence, elle est en partie sur le papier. On le constate d'ailleurs très souvent quand on propose une interview à quelqu'un et qu'on lui dit ce sera sur le net. Ah, il préfère toujours sur le papier. Donc ça reste quand même un point très important. Ça veut dire aussi, lorsque l'internaute dit vous êtes essentiellement un journal papier, ça veut dire qu'on n'a pas tout à fait réussi ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire bien démontrer que nous sommes à la fois un média Internet et un journal papier, et une extension papier. Démontrer qu'il y a davantage de choses tous les jours sur Internet qu'il y en a le lendemain sur le papier. Et je pense que ça, c'est un des chantiers qu'on a devant nous, c'est bien faire comprendre qu'on est vraiment les deux médias à la fois, y compris bien sûr Internet. Pour le reste, pour l'équipe, tout part, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout part de l'idée qu'un média, c'est d'abord un travail de journaliste. Ce média est une idée de journaliste, mise en forme autour d'un projet de journaliste avec des journalistes. Comment est-ce que je peux le dire différemment ? Une des idées qui m'a le plus obsédé pendant que j'essayais de trouver un moyen de créer quelque chose, c'est si je fais comme les autres, je subis le destin des autres. Et comme vous le savez, le destin des autres en ce moment n'est pas très facile. À la fois, les médias Internet gratuits n'ont pas trouvé leur modèle, et les médias papier sont dans un grand bouleversement très compliqué à conduire. Moi, j'ai la chance de partir d'une feuille blanche, donc je n'ai pas ce bouleversement à conduire. Donc, comment faire différent, sachant que j'ai la chance d'avoir tout à construire devant moi? Pour être différent, il faut publier des choses différentes et avoir des journalistes qui ont un talent, qui ont une expérience, qui ont un carnet d'adresses, qui ont une crédibilité, qui ont des gens qui les suivent pour qui ils sont, pour ceux qu'ils sont. Et donc l'idée, dès le début, a été de se dire, même s'il faut quelques très jeunes journalistes, quelques juniors, parce que justement, vous en avez pris très peu de juniors. On en a quelques-uns, mais ils sont très très majoritairement, bons. Ce sont des pointures. Mais même si donc il faut quelques journalistes juniors qui nous aident à être dans le rythme et dans le siècle du numérique, il nous faut des gens très expérimentés qui seront lus parce qu'ils sont crédibles, parce qu'ils ont, encore une fois, une audience en eux-mêmes. Et donc, en effet, sur les 30 journalistes, il y en a une très grande majorité qui viennent de rédactions prestigieuses. C'est un point notable que tous ces journalistes-là ont quitté un poste dans lequel ils étaient. Ce sont des gens qui ont fait le pari de l'aventure et qui ont décidé de quitter, encore une fois, des grandes rédactions, Paris Match, Le Figaro, Les Échos, Europe, Marianne, Le Parisien, Challenge, enfin vraiment des endroits, le Journal du Net, des endroits qui sont installés où ils avaient leur propre univers et leur propre reconnaissance pour venir jouer cette aventure. Et honnêtement, pardon, mais je suis assez fier de ça et j'espère qu'ils sont fiers d'être là. Il y a un autre aspect atypique dans la composition de votre salariat, c'est que finalement vous dites 30 journalistes sur un total de 40, je crois. Oui. On peut se demander, quand on connaît le fonctionnement d'un journal, comment est-ce que vous faites pour vendre de la pub finalement? Est-ce que c'est les annonceurs qui viennent à vous de sorte que vous pouvez vous passer des équipes Ils ne viennent pas aussi spontanément que ça, non, mais ce qui est vrai, c'est que l'idée, là aussi, a été de se dire, pour faire différent des autres, il faut absolument avoir, mais encore une fois, je ne donne aucune leçon à personne, c'est simplement que j'ai la chance de partir de zéro. Et donc, on peut démarrer avec des structures très légères. Donc, il fallait être très investi sur la rédaction, pas question d'avoir des structures trop légères là, c'était absolument essentiel. Et parallèlement, il fallait être au contraire très light, les anglo-saxons parlent de lean management, c'est-à-dire un management resserré, maigre. Et donc on a autour des 30 journalistes une petite dizaine de personnes, 5 pour la pub, autour d'une patronne de la pub connue dans le milieu qui s'appelle Brune Le Gall, un patron de la diffusion qui était jusque-là le patron de la diffusion du Herald Tribune, et qui connaît bien donc cette cible assez haut de gamme, assez CSP+, que l'on cherche à conquérir. Une patronne de tout ce qui est ressources humaines, finances, etc., la gestion, et puis un directeur général, Christophe Chenu, qui était le patron de Lacoste jusqu'à ce que la famille Lacoste déchire il y a quelques mois, et qui auparavant avait géré pendant 5 ans à peu près l'équipe.
Donc au total, une toute petite dizaine de personnes autour des 30 de la rédaction qui sont dirigées avec moi par Rémi Godot, qui était jusque-là le patron de l'Est républicain, donc une des grandes rédactions françaises, un des grands journaux de la PQR, et qui est aidé, en particulier pour tout ce qui est Internet, par Luc de Barrochet, qui a quitté le Figaro.fr. Le Figaro.fr, c'est le premier site d'information de la presse quotidienne en France. Le Figaro.fr, c'est la référence en matière d'audience. Et il a quitté cette place forte pour venir avec nous tenter l'aventure d'un nouveau média et d'un média Internet payant. Une dernière, pardon, l'émission file, hein, évidemment. Et une dernière question peut-être d'un internaute. Justement, allez-vous mettre davantage l'accent sur l'enquête? Est-ce un domaine dans lequel vous comptez affirmer votre différence? Mais on a beaucoup d'enquêtes en permanence. Et on a beaucoup de sujets très différents des autres. Encore une fois, un des maîtres mots, et tous les matins à la conférence de rédaction, c'est ça, c'est très bien. Aujourd'hui, il y a le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'on peut apporter de différent? On ne va pas reprendre les chiffres que tout le monde aura connus. Qu'est-ce qu'on peut donner comme angle? Qu'est-ce qui est nouveau? Ce matin, dans le journal, on a une enquête sur la seconde vie, la nouvelle vie. Alors, est-ce que c'est la seconde? Est-ce que c'est la deuxième? Et il y en aura d'autres après, on verra bien. Mais de Dominique Strauss-Kahn, avec plein d'informations sur la manière dont il organise sa vie professionnelle désormais. On a un autre sujet qui je pense, va faire florès, qui est un petit bijou déniché par un de nos journalistes, Olivier Auguste, qui a trouvé que dans l'accord de flexibilité, vous savez, l'accord entre les syndicats et le patronat qui a été signé en janvier dernier et qui a été traduit par la loi, il y a une disposition absolument incroyable, mais vraiment incroyable, qui fait que le temps partiel devra, à partir du 1er janvier prochain, être au moins 24 heures par semaine. Donc, pour avoir un contrat à temps partiel, il faudra avoir au moins 24 heures. Le travail en France, ce sera entre 35 heures par semaine et 24 heures par semaine. Ça a des conséquences gigantesques. Bon, ben voilà, c'est une enquête là, c'est la connaissance du secteur, c'est le talent de ces journalistes d'avoir découvert ça au milieu d'une loi qui était passée, de ce point de vue, relativement inaperçue. On parle également beaucoup du budget en ce moment. On a vu que les aides à la presse allaient être réduites en 2014. Est-ce que l'opinion, vous allez y prétendre? Est-ce que également, on a vu qu'il y avait un fonds Google d'aide à la presse de 60 millions d'euros. Est-ce que vous allez présenter des dossiers pour recevoir des aides de ce type? Alors, la constante, ou ce qu'on entend très souvent, c'est puisque vous êtes libéral, bien sûr, vous n'aurez pas d'aide. Vous ne demanderez pas d'aide. Le libéralisme, c'est l'égalité des conditions de concurrence. C'est pas être un espèce de dindon qui est là et qui dit « je suis libéral, je ne fais rien », et tous les autres qui sont dans le système et qui, quand il y a des aides, ont des aides. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit si le secteur fonctionne avec un certain nombre d'aides, par exemple des aides qui sont des aides entre guillemets involontaires, les aides à la poste, un certain nombre d'aides qui arrivent quel que soit le choix du journal. Si le secteur a des aides, les conditions normales de concurrence qui sont la vraie expression du libéralisme nous incitent à dire s'il y a des aides auxquelles on a droit, pourquoi ne les aurait-on pas? Merci beaucoup, Monsieur Bétou, pour avoir participé à cette émission. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine. Vous retrouverez bien sûr Nicolas James, mais aussi Anne de Vulder, aux côtés de Raphaël De Andréis, le directeur général d'Havas Media. Même heure, même endroit. À la semaine prochaine. Au revoir.